Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 47 du Brap Show. On va parler de Washougal avec une petite semaine de retard. Ça a été un petit peu compliqué de coordonner les agendas, mais en même temps, s'il y avait un moment où il fallait que ça arrive, c'est bien maintenant parce que vu qu'on a 2 week-ends de pause, on distille un petit peu le contenu et puis comme ça, vous vous ennuyez un petit peu moins en attendant la prochaine course à Ironman. En tout cas, nous, ça nous permet de s'ennuyer un petit peu moins de faire le podcast que maintenant. Et on va donc, comme j'ai dit, parler de Washougal, on va parler de Valentin Guillot, parce qu'il fait une super saison en outdoor quand même. Peut-être le meilleur performeur rookie européen en 450. Tout ça. Je crois que en fait, tout ça pour dire qu'il est mieux que Prado et Paturel. Et je me demande si au général, j'ai pas eu le temps de regarder juste avant, mais je me demande s'il n'est pas mieux classé que Prado maintenant au général. Ah, parce qu'il a eu des courses Prado, avec 0 points. Il me semble que Prado, il en a eu. Et attends, j'ai ses résultats, mais il a fini 19e de la deuxième manche à Washougal aussi. Donc 19e, je crois que c'est t'as 1 point pour 21, donc c'est 3 points 19. Donc c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc on va parler de Valentin Guillot qui fait une super saison. On va reparler de Dylan Ferrandis et de Ducati parce que depuis la dernière fois où j'ai exprimé mon souhait en direct sur Internet, il y a eu beaucoup de drama. Alors, non pas que ce soit lié à nous, hein, pas du tout. Mais il se fait que dans les 2 semaines qui ont suivi, les rumeurs ont commencé à régaler Internet et il y a eu des réactions de Dylan même. Donc on va en parler, on va parler de Tom Vial et du HRC encore une fois et on fera un petit point sur la MXGP. On remercie évidemment MGT Design et MGT Design Racewear et on vous remercie vous aussi parce que vous avez atteint les 50 likes lors du dernier épisode et par conséquent, on va tenir notre promesse. Vous avez 15% de réduction chez MGT Design et MGT Design Racewear pour toute commande passée entre le 1er et le 31 août. Alors, attention, MGT Design et MGT Design Racewear qui travaillent ensemble font une petite pause quand même au mois d'août pour les vacances. Ils y ont droit aussi. Donc, il faut passer votre commande au mois d'août, mais elle sera traitée qu'à partir du mois de septembre. Donc, il y aura un petit peu de délai. Mais cependant, vous pouvez bénéficier de 15%. Et pour en bénéficier, lorsque vous passez commande, il vous suffit de demander la promotion Brap Show. Et voilà, vous aurez 15% qui sera appliqué à votre panier. Nous, on va parler tout de suite de Washougal avec Mr. Brap. Et c'est 17 700 abonnés. Ah, 600 abonnés. 500. 17 500. Bon, la croissance a un petit peu ralenti, mais moi, je blâme Trump. Et Washougal, mon terrain préféré en tant que spectateur, a encore délivré des courses fabuleuses. On va tout de suite parler du circuit. Et j'ai envie de dire que Washougal, il doit faire mal quand même aux organisateurs du Supercross, parce qu'on a quand même 14 whoops juste avant l'arrivée. Et je suis obligé un petit peu de nuancer mon discours maintenant parce que en deuxième manche 450, ils ont causé un drapeau rouge. C'est vrai. Je me souviens plus qui était le pilote par terre, mais je me souviens avoir vu sur sa story Instagram, tout va bien, il est debout. Je crois qu'il y a même pas d'os de cassé ou quoi. Peut-être qu'il a fait un petit dodo sur la piste comme Swall. Je sais pas, je spécule. Il avait des beaux bleus, c'est vrai, des égratignures, mais il va bien. C'était pas non plus la chute de Jeremy Henn que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux où la moto part dans les spectateurs. Donc ça, c'était à la fin de la deuxième manche 450, après avoir fait le deuxième départ. Donc c'était pas lui qui a causé le drapeau rouge, c'était bien la chute près de l'arrivée. Et cependant, j'ai envie de dire que, dans l'ensemble, on n'a quand même pas vu beaucoup de cabanes dans ces whoops sur toute la journée. On a quand même 40 pilotes en 250, 40 pilotes en 450 qui font la course dedans, et qui les prennent à tous les tours. Et ça va, quoi. Ouais, mais après, ils sont plus faciles, je pense, que des whoops de Supercross. À mon avis, ils sont plus ronds et plus espacés parce que je trouve que cette année, on le voyait moins, mais d'habitude, il y avait vachement sauté et dribblé qui se valaient. Et je trouve que cette année, beaucoup moins. Ça sautait en général au début, peut-être 2 sauts, je sais plus s'ils faisaient des 3 ou des 4. Et après, ça finissait par dribbler. Tout le monde faisait à peu près ça. Mais je me souviens que les autres années, il y avait vraiment cette double trajectoire entre si je prenais l'intérieur et l'extérieur et des gars qui alternaient, soit ça dribblait, soit ça sautait. Et je pense que du coup, ils sont plus ronds, plus espacés, ce qui permet que déjà les deux se valent, alors qu'en vrai supercross, dribbler va quand même plus vite, sauf à partir du moment où ça commence à trop se détériorer et que du coup, dribbler, ça devient sketchy. Ou sauf quand il n'y en a que 9 et que tu peux faire 3-3-3 et c'est fini. Ouais, encore quand ils sont 9, on les voit quand même. Alors,
c'est vrai que maintenant, un peu plus, on voit des web, voilà, des mecs qui sont moins à l'aise à dribbler très rapidement, commencer à sauter même quand les whoops sont neufs, mais enfin, tout refait, tout propre. Mais la façon la plus rapide de les passer quand ils sont propres, c'est quand même de dribbler. Enfin, on n'a jamais vu un Sexton les sauter, par exemple, sauf quand il était derrière web et qu'il s'est mis à faire la même chose et qu'il n'aurait pas dû, je sais plus où, là, et qui lui a causé le titre. À Pittsburgh, je crois. Ouais, non, je pense que les whoops sont pas faits de la même façon, mais du coup, c'est vrai que ça questionne et peut-être mettre plus de whoops en supercross, mais un peu plus facile. Après, on voit que c'est plus difficile de faire la différence, même si on a vu un Sexton quand même, encore une fois, très à l'aise dans les whoops et réussir à aller plus vite que Jet, qui n'est pas mauvais dans les whoops. Donc, on a quand même vu des différences sur ces whoops, mais à la fois, et puis en plus, il passe dedans même très rapidement quand même, donc pour le spectacle, c'est quand même assez impressionnant. Donc ouais, c'est vrai que ça questionne sur la façon de faire les whoops en supercross. Puis comme tu as dit, Sexton, au final, il arrivait très bien à faire la différence. On voyait que Jet, il les prenait bien, mais il était quand même moins à l'aise. Et j'ai envie de dire, ouais, moi je préfère limite ça. Enfin, on en parlait aussi déjà quand on avait commencé à parler un peu de cette règle des 9 whoops, que tu regardes du temps de Stewart en 2006-2007. Parfois, tu avais des séries de whoops où c'était énorme et il n'y en avait pas beaucoup. Et parfois, tu avais des séries où tu avais l'impression qu'il y avait 20 whoops qui étaient toutes petites. Et même sur 20 toutes petites whoops, ils faisaient une différence, Stewart et Carmichael par rapport aux autres. Et c'était pas pour autant dangereux, quoi, juste par leur nombre. Donc c'est vrai que ouais, moi je suis en train, quand je vois ça, je me dis, est-ce que ce serait pas plus sympa d'avoir plus de whoops et moins dangereux, plus simple comme ça en supercross? Mais bon, à voir. En tout cas, disons que c'est dommage qu'il faille attendre le mois de juillet et la 9e ou 8e épreuve de l'outdoor pour avoir une grosse série de whoops, quoi, quand tu te tapes 17 courses de supercross avant. C'est sûr. C'est pas normal. C'est pas normal que maintenant Washougal soit l'emblème des whoops et pas le supercross. Je veux pas vivre dans ce monde-là. Il faut changer. Bon, sinon, on va parler catégorie 250. Alors, super départ de Jelix Wall en première manche. C'était un très bon début de course jusqu'à ce que ce ne soit plus. Il a voulu repartir. Il est reparti et il a eu drapeau noir. Ouais. On se questionnait sur le moment. On pensait qu'il était sorti de lui-même au début quand on regardait la course. Mais en fait, ouais, non, effectivement, il a eu drapeau noir. Donc, bon, logique, hein, quand tu fais un dodo sur la piste, t'as plus tous les neurones en face et qui fonctionnent bien, donc c'était mieux qu'il s'arrête. Mais moi, je m'en suis douté hein, quand je l'ai vu partir comme ça, là, commencer à lâcher du gros scrub et tout. Je me suis dit, lui, en plus, tu vois que c'est un fougueux, quoi. Tu vois que Stewart, tu parles beaucoup de Thomas qui roule avec les émotions, mais tu vois que Thomas, c'est des émotions de trentenaire. Lui, c'est des émotions de teenager, là. Et ouais, je me suis dit, mais surtout qu'il a quand même pour réputation de se mettre assez souvent par terre et puis de se faire mal. Là, je me suis dit. Et puis en plus, je trouve que dans sa façon de rouler, justement, il est pas très précis de base. Donc là, en partant à toute berzingue comme ça devant, j'étais pas serein pour lui. Et bon, j'espère que c'est pas moi qui lui ai porté l'œil, mais au final, ça a fini par terre. Et ouais, bon, quand je l'ai vu pas bouger, je me suis dit, bon, là, il est en train de dormir. On avait beau voir que la semelle du pied gauche, ouais. Elle bougeait pas d'un millimètre et ça fait, oh là. Puis en fait, la façon dont il est tombé aussi, tu te doutes que. Parce qu'il n'est pas tombé. La chute n'était pas spectaculaire en fait. Il perd l'avant en entrant dans le virage, mais tu vois qu'il met pas les mains et tout, et que ce qu'il peut prendre vraiment, c'est l'épaule ou la tête, quoi. Et c'est vrai que. En plus, on sait maintenant que c'est vraiment les chocs rotatifs de la tête qui provoquent les commotions. Et donc, taper la tête comme ça, c'est pas trop grave. Mais là, tu vois que sa tête, elle tourne avant d'aller taper le sol. C'est dramatique, quoi. C'est ce qui cause les commotions. Et là, clairement, il en a pris une bonne. Bon, il a 2 semaines de repos. Il roule aussi avec le tendon, non, le ligament du pouce déchiré, le même que celui de Jet, Webb et Tomac l'année dernière, et Fèvre. Ça aussi, ouais. Donc il s'est fait ça à Southwick, donc il est revenu à High Point. Ensuite il y avait une semaine de pause. À Southwick il s'est fait ça. Donc bon, il revient du tendon d'Achille. Maintenant c'est le ligament du pouce. Malgré ça il roulait quand même bien jusque là. Et bon, il roulait bien en début de manche, mais ouais, un petit peu trop de précipitation, quoi. Ouais. Faulkner du coup a été le meilleur performeur Triumph sur le week-end avec 2 top 5 enfin. Ah, j'ai même pas fait attention. Il a fait 5e. Ok.
Donc c'était quand même cool de voir Faulkner mettre enfin 2 bons scores en motocross, parce que c'était quand même très difficile depuis le début de l'année. Donc ouais, moi j'étais bien content de voir son nom sur le classement à gauche. Marchbanks a roulé super vite, parce qu'à chaque fois il est parti aux alentours de la 10e place, Ouais. et revenu 3e. Ouais, lui, c'est dommage, franchement, qu'il parte pas avec tout le monde, parce qu'il y a plusieurs courses comme ça où il part de loin et il fait une belle remontée. Je sais pas ce que ça donne au niveau des temps autour, mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir de la vitesse, quoi. Donc, c'est dommage. Est-ce que tu as cru qu'il allait avoir Digan en deuxième manche? Non. Parce qu'il l'a bien recollé quand même. Ouais, mais Digan, il gérait. Ah, ok. Digan, il gérait en 2e place. Ça lui ressemble pas quand même. il avait pas ce qu'il fallait. Il a encore mal à la jambe, c'est pour ça. Ouais, sans doute. Non, mais c'est pareil, sa jambe, c'est assez bizarre quand même, parce que c'est vrai que tu as l'impression qu'il fait le yo-yo sur ses manches, quoi. C'est qu'il part fort. Pendant un moment, tu as l'impression, enfin, parce qu'après, c'est ceux qui sont aux commentaires aussi qui disent que là, il a sans doute mal, il commence à baisser de rythme et tout. Et puis, des fois, il est capable du coup d'en remettre à ce moment-là et de repartir à fond. Ouais. Je sais pas s'il est vraiment gêné encore à l'heure actuelle par sa jambe ou pas, je sais pas du tout. Bon, et Joe Shimoda, sinon, qui gagne le général à égalité de points avec Digan. Il y a 45 points d'écart au championnat. Il y a eu des bruits comme quoi Digan, il ferait la dernière en 450 si il gagne le titre en avance. Brian Digan, il a dit non. Il a commenté sur Instagram le post de RacerX qui disait ça, ou sur Twitter, je sais pas, et il a dit non. Ouais. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi est-ce que... Parce que le mec, c'est le commentateur américain, Jason Wagen, qui s'est quand même bien renseigné avant de dire ça, et qui a du coup mis ça sur RacerX. Final, Brian Digan dit non. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est juste pour faire parler? Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai plan? Moi, je pense qu'il y a un vrai plan, parce que déjà, je crois que il s'était bien renseigné. Il me semble qu'il tenait ça d'un mec du crew Yamaha quand même. Je sais plus qui c'était exactement, mais la source était quand même proche de tout ça. Et moi, je pense qu'il y a un plan, parce que apparemment, il a roulé en 450 déjà aussi là récemment. Il s'est entraîné un peu sur la 450. Ouais, le but pendant le break, c'était de rouler un peu en 450. Donc voilà, je me dis que il y a moyen qu'il monte en 450 pour en faire une. Et il paraît qu'il va déjà vite. Ah bon. Et à la fois, je me dis, est-ce que tu vois, même pour lui, mais après lui, j'ai l'impression qu'il s'en fout, tu vois, parce que je me dis, lui qui est déjà dans une rivalité un peu avec Jet, qui veut prouver, etc. On se doute qu'il va pas monter en 450. Enfin, après, peut-être que lui, dans sa tête, s'imagine qu'il est là et s'il fait la dernière en 450, il y a moyen qu'il les batte et qu'il fasse 1-1. Peut-être que dans sa tête, c'est ça. Moi, j'y crois pas trop personnellement. Et je me dis, du coup, monter déjà en 450 alors que tu es déjà en train de chercher les gars de la 450 et qui roulent devant, tu vois, genre voilà, un certain Jet, que tu es à peu près sûr qu'il va te battre quand même si tu montes là en 450. Je me dis, c'est pas te donner toi du. Enfin, c'est te mettre une épine dans le pied, on va dire. Ouais. Mais à la fois, je me dis que même s'il faisait podium ou top 5, il pourrait encore l'ouvrir en disant c'est que ma première, j'ai pas d'entraînement, attendez-moi l'année prochaine. Ou voilà, il pourrait quand même en jouer et tout. Donc à la fois, je me dis s'il pourrait peut-être bien y aller, ce fou, et monter sur la 450 et faire la dernière en 450. Ce serait cool. En tout cas, c'est vrai que ça remettrait un petit peu de piment dans tout ça, parce que c'est pareil, hein, le titre 450, je pense qu'il est plus ou moins joué s'il n'y a pas de blessure d'ici là. Donc, c'est vrai que ça remettrait un petit peu d'épices dans le plat. C'est marrant parce que j'ai entendu moi des points de vue comme quoi il n'y avait pas d'intérêt à le faire parce que tu allais un peu du coup diminuer la hype de son passage en 450 l'année prochaine si tu le faisais maintenant, et en même temps maintenant il va manquer de préparation et donc il sera pas compétitif, donc pourquoi le faire? Mais c'est vrai que d'un autre côté, moi je me dis que c'est tout bénef, parce que il peut déjà voir une course, comment ça se passe, comment lui il est, pour se rendre compte de la charge de travail qu'il va y avoir pour être meilleur l'année prochaine. S'il fait un gros résultat, que ce soit podium, qui batte Jet, même si j'y crois pas non plus, mais tout peut arriver. Donc, mais s'il fait un gros résultat, effectivement, il va pouvoir l'ouvrir et dire regardez où j'en suis, et je suis même pas encore un pilote 450. Il peut leur dire, comme ça, ils ont de quoi penser à moi tout l'hiver. Allez, bisous.
Et puis, ouais, s'il fait un résultat pourri, dire bah ouais, mais en même temps, c'était pour apprendre, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça, justement. C'est pour pas avoir à faire cette course pourrie, cette première course pourrie l'année prochaine. Donc, c'est un peu tout bénef en même temps. Oui, bah moi je pensais juste à l'intérêt des spectateurs vraiment. Et là, tu vois, tu parlais de hype. Moi, je pense pas parce que justement, je suis pas trop. Enfin, si ça y participe, mais tu vois, avant qu'un pilote il ferait pas de course et avant qu'il monte en 450, ça parle déjà de lui en 450. Mais je m'attends pas à ce qu'à sa première course 450, il rafle tout et qu'il batte tout le monde, tu vois. Enfin, moi, je le vois peut-être monter un peu crescendo, peut-être quand même être déjà vers un top 5, ce qui est en 450 quand tu montes en 450 et un très bon résultat, que ce soit en supercross ou en motocross. Et dès sa première année, se rapprocher peut-être d'une victoire et de podium. Mais je le vois pas venir. Et là, tu vois, ça parle d'une rivalité avec Jet. Ce sera pas dès sa première année. Enfin, moi, je la vois pas dès la première année. Après, c'est mon avis personnel. J'imagine qu'il y en a plein, justement, dans cette hype qui imaginent Digan dès sa première année en concurrence avec Jet et devant un Sexton, Tomac et compagnie en supercross ou en motocross. Moi, j'y crois pas trop. Donc, c'est pour ça que moi, je suis carrément favorable à le voir dès maintenant, justement, voir ce que ça donne sur une 450 sans trop de préparation. Et puis ensuite, quoi qu'il arrive, il y aura tout un hiver. Ou, enfin, je sais pas du coup s'il passe en 450 l'année prochaine en motocross ou pas. En motocross, oui, Ouais. mais pas supercross, je crois pas. Donc voilà, il lui restera un peu de temps quand même pour faire du motocross. J'imagine qu'il ferait peut-être la côte ouest, du coup, en supercross. Et, Je pense que ouais, dans l'idée, ce serait ça. Déjà défendre son titre, rouler avec le numéro 1, puis comme ça, pouvoir bénéficier du premier break pour préparer un peu 450 en fonction de là où il se trouve. Mais au niveau de la hype, c'est que tu vois, là, tu te dis, bah ouais, j'ai envie de voir à Buzz Creek Digan rouler sur 450 et voir ce qu'il fait. Mais du coup, s'il roule pas à Buzz Creek, tu vois, tu vas arriver aux dernières courses de Supercross l'année prochaine, tu vas te dire, ah ouais, en plus en outdoor, on a Digan qui monte, on va voir ce qu'il donne et tout, ça m'intéresse. Que si tu l'as déjà vu une fois, tu vas te dire, bon, bah en outdoor, ouais, il y a Digan qui monte, mais ça va être un peu mieux que ce que j'ai vu l'année dernière, j'imagine, et puis c'est tout. Ouais, mais si ce que tu as vu là cette année, c'est un top 5, un peu mieux que l'année dernière, et encore un peu mieux que l'année dernière, avec de la vraie préparation, dans le but de monter en 450, pas tu sors ta saison de 250 et bah tiens, pourquoi pas faire une en 450 comme ça, plus pour le fun limite même, tu vois, que réellement du travail et voir où il en est. Moi, je trouve que la hype, elle peut vite remonter, quoi, et surtout si justement il fait un résultat, même pas, tu vois, je me dis, même s'il fait un résultat pourri, je me dis la hype elle peut vite remonter parce que voilà, tu prends les circonstances, tu prends le contexte, tu te dis mais il est venu là sans préparation, il est monté sur une 450, probablement pas de testing ou très peu et boum, il s'est lancé. Comme tu le voyais. Essaye celle de Cooper, essaye celle de Webb, essaye celle de Tomac, puis tu prends celle que t'aimes. Voilà. et comme quand il était en futur aussi. Ouais. Enfin, c'était sa première course, je crois, de futur. Du coup, il a fait des courses de futur et il est monté la même année en pro. Ou c'était l'année il a fait une course de futur. Voilà, bah celle-là, il a fini 12e, je crois. Ouais. Un truc comme ça. Donc là, c'est pareil, tu disais, ouais, Digan, ça parlait. Digan, 12e en futur, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il va faire en pro et tout? Et puis au final, voilà, il est passé à côté de cette course-là. Et en pro, bah, voilà, il est très vite arrivé dans le game. Et ça a quand même été voilà, le rookie qui monte, qui arrive. Donc la sensation, en plus, il faisait parler de lui déjà en 85 et plus petit. Donc ouais, non, moi j'ai pas de problème avec la hype. Je sais très bien elle va remonter, peu importe son résultat en fait. Oui, en fait, ce qu'il fait, ça peut donner un très bon teaser pour l'année prochaine, quoi. Ouais, et puis même s'il passe à côté, voilà, tu prends le contexte en question et tu vas le revoir dominer en 250 probablement en supercross. Et donc de nouveau, tu te diras quand même l'année prochaine, et peut-être juste que pendant ce temps-là, ça te dira ouais, la rivalité Jet Digan. Ouais, j'y crois pas. Il a fini 12 l'année dernière. Voilà, ça parlera comme ça, un peu négativement. Mais bon, lui, visiblement, il se nourrit de ça. Donc, c'est peut-être ce qu'il va chercher justement en montant en 450 là. Et puis voilà. Au lieu d'aller chercher des followers, il va chercher des haters. Ouais, il va chercher un mauvais résultat en 450 pour avoir des gens qui le blâment et faire des petits TikTok et arriver déter l'année prochaine. Okay. Pour terminer sur la catégorie 250 à Washougal, je voulais parler de Nate Thrasher. Est-ce que tu sais combien il a fini? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? En dehors des 10? Allez, devine ses résultats. 13 et 17. 19 et 16. Ouais. Mais il a pas pris un tour? Pour 18e du général. Il me semble l'avoir vu à un moment donné à la télé. Mais... 19e en première manche, probablement. Ouais. Là, j'avoue que on n'a pas vu ce qu'il a fait de sa course, mais en fait, il a été transparent toute la saison outdoor, Thrasher. Et
faudrait que je regarde au niveau du classement général. Mais bon, tu vois, le dernier pilote d'usine avant lui, c'est Smith qui est 12e. Et je crois que du coup, de la 13e à la 17e place, c'est que des privés. Et ensuite, tu as Thrasher. Mais il est très étrange, j'arrive pas à le cerner, ce pilote-là. Mais lui, pour le coup, c'est vraiment le départ ou rien, quoi. C'est si je pars devant, je roule devant. Et si je pars derrière, je roule derrière. Ouais, non, c'est fou, franchement, parce qu'il a quand même gagné 3 Supercross, au moins. Des courses ? Ouais. C'était sa 4e, je crois, cette année. Il a gagné le Triple Crown à Birmingham. Ouais. Et d'ailleurs, oui, parce qu'ils disaient, les médias, que c'était le deuxième Triple Crown qu'il gagnait sans gagner de manche en Triple Crown. Et il a gagné aussi les 2 Atlanta en 2021. Ouais, non, c'est vraiment très étrange, ces performances. Ce serait intéressant d'avoir un... Après, peut-être, je sais pas, il est malade, il a, tu sais, Epstein-Barr ou un truc comme ça, et que du coup, il était compliqué pour lui. Hein, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Puis, si t'es malade, que tu roules et que tu fais 19-16, pour le peu de points que tu marques, peut-être que ça vaut plus le coup de te reposer. Et puis surtout qu'on ne voit que quand tu prends un tour. Donc, en plus, genre même pour Yamaha, tu vois, tu te dis les sponsors, tout ça, il n'y a pas spécialement d'intérêt. Enfin, je pense pas qu'ils soient payés pour faire ces résultats-là. Donc là, oui, il vaut mieux se reposer s'il y a quelque chose et revenir plus en forme. Mais non, c'est vrai que ces résultats, mais je trouve qu'en Supercross, là, cette année, c'était quand même mieux. Il était quand même plus régulier. Souvent, ouais, au Puis il s'est pété les doigts aussi à l'entraînement, comme Shimoda. Donc, cette année, c'était mieux, mais je trouve que les années précédentes, quand il gagne, par exemple, ces 2 à Atlanta, en plus en sortant du repêchage, tu comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Ça arrive une fois, les 2 fois, il sort du repêchage et il gagne. Ouais. Tu vois, tu t'arrives une fois, bon, ok, pourquoi pas, ça arrive. Mais 2 fois, non. Et puis les autres résultats. J'ai une théorie là-dessus. Ah bon? Du fait qu'il était du coup 17e à rentrer sur la grille, ou même 18e, parce qu'ils sont 22. Il était à côté de motos pourries, donc c'était plus facile de prendre un bon départ. Et du coup, c'est du fait qu'il était au repêchage, il prend un bon départ en finale, et là, ça lui permet de gagner. Si je voulais parler aussi de Hamaker, parce que Hamaker qui finit quand même 4e, c'est bien, mais qui est blessé au genou, qui est blessé à l'épaule. Il y a il disait qu'il y a des bandages au genou, des bandages à l'épaule. À un moment donné, c'est pareil là. Bon, certes, tu fais 4e, c'est bien, mais est-ce que c'est pas mieux de t'arrêter, de te reposer, de guérir et de revenir? Parce que là, si tu tombes, tu retombes sur ton épaule ou ton genou, tu te refais mal, c'est pire. Ouais. Mais après, le problème, tu vois, c'est que encore une fois, derrière les contrats, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Si il y a des résultats pour des primes l'année suivante ou au contraire revus à la baisse ou des choses comme ça, à mon avis, il y a des choses comme ça qui rentrent dedans. Et tu vois, c'est comme un Macadou. On se dit, ah, Macadou, il est dur, machin, il est costaud, le garçon, là, les boîtes qui se prend et il continue de rouler, il les retourne à chaque fois, etc. Mais ouais, je pense pas que ce soit juste lui, tu vois, que ça change rien à son année suivante. Macadou, quand il fait ça, il a encore espoir pour le titre, tu vois. Il est à moins de 25 points derrière le premier. Après, lui, et mathématiquement, c'est possible. Parce qu'il est pas mal placé, là, j'imagine, aussi pour le SMX. Hamaker, il a raté comme 2 courses, je crois, en outdoor. Donc, il a quand même perdu de sérieux points. Après, j'imagine que non. Après la super saison de Supercross qu'il a faite, et il a quand même eu quelques résultats plus que décents en outdoor. Donc, dans les 5, vu qu'on a divisé en 2 pour le Supercross, il doit y avoir Digan, Shimoda devant lui pour sûr. Qui est-ce qu'on a? Marchbanks, je sais pas. Hampshire, il n'est pas là. Hampshire, il n'est pas là. Kitchen, avec ses résultats, je suis pas persuadé qu'il... Non, en plus, il a été out en Supercross. Vial, là, il rate 3 manches, et 4 avec celle de Hangtown. Donc, il va passer derrière. Ouais, il doit être dans les 5 au SMX, c'est vrai. Ouais, donc lui, il doit jouer, il doit rouler pour ça, parce que c'est pareil, ils ont quand même un bon bifton à prendre pour les 3 dernières, les pilotes 250. Ah bah oui. 50% de ce que les pilotes 450 prennent, quoi. Donc bon, c'est sûr qu'il faut le faire, quoi. Bon bah d'accord, Hamaker, du coup, fais attention, mais roule. Non, j'imagine que c'est pour ça que ça continue et que ça préfère pas justement se mettre sur le côté et se dire bon bah le championnat de toute façon il va pas le gagner. Je me dis aussi que quand tu roules avec l'épaule en vrac et le genou en vrac, tu es plus susceptible de tomber parce que tu peux pas rouler à ton meilleur niveau. Donc c'est là aussi. Et si tu tombes, c'est plus grave. Donc enfin bon, après c'est pas une science exacte. Hein, il suffit pas de faire des maths pour savoir quels sont les risques qu'il prend, mais
Mais ouais, quand je les entendais dire, il utilise plus de bandages pour cette course-là qu'il en a utilisé toute l'année. Il a l'épaule en vrac, il a mal au genou. Je me suis dit, bah les gars, s'il est qu'à la moitié d'un pilote, faudrait peut-être pas qu'il monte sur la moto, quoi. Ouais. Mais enfin, allez 450, Sexton qui bat Jet à la régulière. Let's go. Merci Marvin. Ouais. Non, merci Chase. Merci Désolé, Chase. voilà, c'est lui que j'attendais. Bon, lui aussi, il a goûté la terre à la première. Il a décidé de prendre des vacances. Il est revenu ressourcé, requinqué. Ouais. Et voilà, ça l'a fait. C'est quand même la fin d'une ère. C'est la première fois, parce que Jet, quand il tombe à Hangtown l'année dernière en première manche, il termine pas la manche. Non. Donc c'est la première fois que Jet perd un général 450 en ayant fini les deux manches. Ouais, et puis sans être diminué aussi, quoi, tout simplement. Ouais. Parce qu'après, même s'il avait fait la deuxième l'année dernière, il était bien diminué et il s'était fait déposer par Oui, Sexton. mais Puis il avait même galéré les à la semaines finir. d'après, il était diminué, mais il finissait les deux manches et il gagnait les généraux. Ouais. Les épreuves, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Bon, en même temps, d'un côté, ça fait du bien, et de l'autre, c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, pour Jet, tu vois, t'es à la place de Jet, tu te dis, t'as pas envie de. Déjà, t'en avais une de perdue d'épreuve relou dans ta carrière, mais. Moi, je me suis dit, bah, t'es qu'un humain. Surtout si t'es Digan. Là, ça fait une deuxième, et. Ouais, c'est dommage, mais bon, maintenant. 22 sur 24. La stat, elle reste quand même monstrueuse. Ouais. Si, j'ai même pas envie de faire le calcul pour le mettre en pourcentage, mais on est quand même à plus de 90% de victoire en 450 motocross, quoi. Ouais. Non, c'est sûr que c'est quand même des sacrés stats, et quoi qu'il arrive, je pense qu'il finira sa carrière avec des sacrés stats, de toute façon. Avec plus de 50% de victoire. En partant avec ça, ouais, je pense, ouais. Peut-être que Carmichael a plus de 50% de victoire en pro motocross, mais ça doit être le seul. Et d'ailleurs, je sais pas si tu avais prévu d'en parler là, au niveau des contrats, peut-être plus long, parce qu'il y a des rumeurs, des bruits de couloir aussi sur le contrat que Jet aurait signé là. Ah ouais? Ouais, il paraît qu'il a eu un contrat révolutionnaire dans le monde du motocross qui est le plus grand et le plus long de l'histoire du motocross. Ah ouais? Ouais, devant Carmichael, Stewart, etc. Combien d'années du coup, on sait ou pas? Alors ça c'est, on a vu, il a signé pour multi years, Ok. donc plusieurs années, et certains, la rumeur dit que ce serait 5 ans. Ok. C'est vrai que ce serait énorme quand même. En vrai, quand tu y penses, souvent 2 ans, 3 ans, qui a signé 3 ans? Prado, il a signé 3 ans. Prado, 3 ans chez Kawa. Ouais. Bon, déjà ça c'était quand même, c'était une grosse mise de signer directement sur un pilote que t'as pas vu évoluer ici, que tu signes sur 3 ans. Après, je me rappelle dans ces dernières années avoir vu sur le big que Stewart, chez Suzuki, il était en contrat à durée indéterminée. Tant qu'il voulait, il restait. Ok. Bon, après, j'imagine que c'était dans les deux sens. C'était que tant que Suzuki était d'accord, il restait aussi. Ouais. Quoi. Puis Suzuki a mis la clé sous la porte et c'était fini. Ouais, Mais, mais ouais, du coup, il paraît qu'il aurait signé le plus gros contrat de l'histoire du motocross. Ok. Pour, Bon, écoute, ah oui, et l'autre rumeur, c'est ce serait 15 millions par an. 15 millions par an, Ouais, le salaire, ouais, impossible. ouais, il me semble aussi. Hein, 15 millions pour les 5 ans, peut-être. Ouais, peut-être. Et déjà là, c'est beaucoup, hein, parce que 3 millions de salaire par Ben, an, c'est ouais. en Il était à garantie, combien, c'est Roxen? énorme. Parce que justement, ça mentionnait aussi Roxen en disant plus grand que Roxen, plus grand que Stewart, plus grand que Carmichael. Déjà, Roxen, je crois que sur ses plus grandes années, c'était genre. J'ai entendu des 2 millions, tu vois. J'ai jamais entendu 3 millions pour Roxen. Hmm. J'ai entendu des entre 1 et 2 millions. Et parce que faut savoir que déjà, s'il se fait 3 millions par Honda, alors j'imagine que son salaire Red Bull, il va avec parce que Red Bull, il est sponsor quand même du team HRC. Ah bon? Mais ouais, il n'y a pas de logo un peu nulle part, mais c'est. ouais. Parce que Pilote 250, en plus, il roule pas Red Bull, quoi. Non, c'est vrai, puisque Shimoda était Monster l'année dernière. Mm. Mais peut-être que c'est que sur le Team 450. Puis c'est progressif, c'est un sponsor, il est en tout petit sur Ouais. le Louis. Ouais, Je crois que Red Bull, parce qu'il me semble Il est que sur Red Bull, il me semble hein. qu'il y a Red Bull aussi sur leurs blousons et tout. Ouais, mais en tout progressif, il petit, est pas en mais- si petit quand même. Hein. Non, Il est à la place du MGT Design, j'ai là. j'ai entendu que Red Bull Ok. sponsorisait le team, mais peut-être que c'est pas vrai. Après, il y a quand même son salaire Alpinstar qui vient s'ajouter, son salaire 100%. Ah oui, et puis tous Insta les autres 360, partenariats. là, les caméras, les trucs. Donc, Ça va. Il est pas à plaindre le minot, là. Puis attends, parce que 3 millions par an, c'est le salaire. Puis après, tu rajoutes tous les bonus en plus de toutes les courses qu'il va gagner. Hein, parce que là, donc, il en a gagné. On vient de finir la 8e.
Ouais, on vient de finir la 8e, il en a gagné 7. C'est 700 000 de bonus. Plus de 700 000 de bonus, parce qu'on se rappelle que Cooper Webb, sur le Pulp and Show, avait dit que c'était plus que 100 000 pour une victoire, plus qu'1 million pour un championnat. Donc il doit être à 800 000 de bonus rien que cette année. Rien qu'en outdoor. Ah, ça vit, Donc, donc bah écoute, tant mieux pour lui, mais il le mérite, Jet, il le mérite, il est fort. Ah bah oui, oui. Il n'y a pas à dire. C'est sûr. Après, moi je serais Jet, je leur dirais, vous, avec ce que vous m'avez fait sur la moto cette année, 5 ans, je suis pas sûr. Hein. On va voir ce que vous faites. Ouais, mais bon, après, c'est pareil. Là, je pense que tu regardes même pas juste les performances, en fait. Tu regardes le billet et tu sais que pour 5 ans, et même si tu dois terminer après tes 5 ans, alors j'imagine que lui, de toute façon, il voit pas comme ça. Il se dit pas, bah, au pire, dans 5 ans, j'arrête ma carrière si, si la moto ne va plus ou je sais pas quoi. Ouais. Mais là, tu sais qu'il est à l'abri, quoi, le garçon. Enfin, Oui, puis tu sais que tu aimes les gens avec qui tu travailles aussi et que du coup, Ouais. ça va pas changer. hmm. Non, c'est bien. Du coup, ouais, on parlait de Sexton. Je me disais quand même quand ils ont parlé du fait que Marvin avait testé des suspensions pour Sexton cette semaine, enfin la semaine avant Washougal, je me suis dit c'est marrant parce que t'imagines l'année prochaine du coup t'as Marvin qui fait du testing pour Tomac. Là, je me rappelle du moment où il met un gros bloc pass et que Thomas, il lui fait comme ça. Ouais. Et qui lui jette sa poignée Ouais, à la fin de la course. Et je me disais, tu sais, t'as Dungey aussi qui fait toujours partie de l'environnement KTM, quoi, Ouais. et Red Bull KTM. Donc dans son coin, Thomas, il aura ses anciens rivaux, Dungey et Musquin. Qui bosse pour lui. Ce sera marrant. Ça fait un peu, tu sais, Rocky et Apollo Creed, quoi. Ouais, non, c'est stylé. Bon, Thomas, c'était mieux quand Ouais. on parle du requin. Oui, c'était mieux qu'avant, oui, que la précédente. Deuxième, troisième. Oui, c'était quand même mieux que Milleville. Ouais. Après, ça reste un peu en force dans le pilotage et tout, mais ça donne de l'espoir. Non, il a dit qu'il avait fait un gros changement de réglage avant Milleville, qu'il pensait que ce serait bien, que c'était pas bien, et qu'il a fait un autre gros changement de réglage pour Washougal. Il n'était pas sur ses réglages de début de saison. Il a refait un autre gros changement et qu'il essayait d'être meilleur, quoi. Bah, c'est bien, bon état d'esprit, hein, mais pour Mm. l'instant. Ouais. Et avant, Toujours. au Press Day, il disait qu'il lui manquait d'être meilleur partout. Vitesse, intensité, réglage moto, départ. Ouais. Il n'a pas dit endurance, mais je ne sais pas s'il le pensait. Hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de la procédure de restart pour le drapeau rouge des 450 ? C'était la première fois qu'il faisait un départ différé comme ça en 450 Et en apparemment, motocross. c'est la Enfin, en première fois qu'ils motocross. faisaient un départ comme ça, quoi qu'il arrive, qui relançait la course comme ça en motocross aussi. Ouais, Ils ont jamais ouais, c'est fait. ça. Non, mais ils ont jamais fait même le. La file indienne, non ? Ouais. Non, parce que 40 pilotes en file indienne, c'était trop compliqué. Oui, mais à l'époque, enfin, de l'histoire du motocross, Ouais. ils faisaient comment alors toujours redépart en grille. Départ en grille. Ok. Ou alors fin de course, selon la durée, quoi. Ok. Non, moi, je trouve que quand ça se passe bien, ça se passe bien. Mais je me dis, le jour où l'autre il trébuche là parce qu'il marche sur une pierre ou qu'il marche dans une rut, là, une ornière derrière le départ, bah ça foire tout. T'es obligé d'arrêter tout le monde encore une fois parce qu'il s'est mangé et que du coup il va pas faire partir les suivants, tu vois. Donc je trouve que c'est un peu limite en fait dans la procédure. Enfin, tu vois, un jour ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver qu'il y en a un qui va trébucher. Enfin, tu vois, il Ouais. marche sur de la terre. Même si ça prend 100 ans, ça va finir par arriver. Voilà, qui est pas bonne et tout. Et puis ça reste fait par un humain aussi qui peut s'essouffler. Tu vois, en plus, il est plutôt jeune celui qui fait ça, qui peut s'essouffler, arriver à la fin. Ouais, moi je trouve que ça manque d'équité peut-être, tu vois. C'est que tu sais qu'il va pas avoir la même vitesse tout le long et c'est vrai que voilà, j'aime bien. On a quand, vu d'ailleurs pour traverser la cabane, Oui, tu vois, déjà là, il prend. C'est comme s'il y avait une personne en plus qui partait, mais qui part pas, quoi. Ouais. Il y a un petit écart. Mais après, ça reste mieux que de refaire un départ en grille comme s'il n'y avait pas Oui. eu déjà les 10 minutes alors, de course. refaire un départ en grille, ça c'est sûr, non, mais du coup, à la file indienne, tu vois, je sais pas. Je vois pas pourquoi. Enfin, je trouve qu'en supercross, ça marche plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, la règle. Je pense que c'est parce que tu vois, sur la longueur du départ, ils peuvent pas te mettre les 40 juste sur la ligne de départ. Donc, il faudra aller jusqu'au premier virage et tout. Et donc, après, contrôler que tu n'en aies pas un qui double avant d'avoir passé la ligne blanche et tout, ça devient compliqué, je pense, sur une piste de motocross avec 40 pilotes. Mais parce que c'est comme. J'en ai entendu parler sur le Pulp MX Show et j'ai entendu sur DB Talks Moto en parler aussi. Pourquoi pas faire un départ lancé comme en course de voiture ? Et le problème sur le départ lancé, j'en avais entendu parler aussi pour le Supercross, c'est que pendant le tour, du coup, où ça roule et ça doit pas se doubler,
c'est pareil, là c'est compliqué de contrôler. Faut que tu mettes un pilote du coup devant parce que tu vois il y a une safety car qui empêche d'aller trop vite. Que là du coup tu fais confiance au premier, tu lui dis tu enroules. Puis genre sur une piste de supercross, il enroule, mais s'il fait double simple sur le triple, ou est-ce qu'il fait simple, tu vois. Enfin, enrouler, il y a des sauts qui c'est plus simple quand même de faire double que d'enrouler sur une piste de supercross. Donc en SX c'est compliqué, et en MX je pense que c'est pareil, c'est contrôler pour surveiller que personne ne double et ne triche, c'est trop galère. Mais moi quand ils ont expliqué comment allait se passer la procédure de départ, je pensais que c'était les grilles qui allaient tomber une à une. Et c'est pas le cas. Et peut-être qu'il faudrait investir dans des grilles informatisées en fait pour pouvoir paramétrer et programmer en fait le tombé de chaque grille quoi. Ouais. Puis alors après je vais te dire un truc, c'est que tu peux aller très loin si t'as une grille informatisée, parce que tu peux même redonner les écarts qu'il y avait le tour d'avant, tu vois. La première grille elle tombe, la deuxième grille c'est 3 secondes après, et la troisième grille c'est qu'1 seconde après ça. Tu pourrais faire des trucs incroyables, même si moi je suis pas contre le fait qu'on remette pas les écarts. Après il arrive des choses, tu vois. Il y a eu un drapeau rouge, tant pis, on doit faire avec aussi, et il y a des choses qui vont changer par rapport à s'il y en avait pas eu. On peut pas remettre les choses telles qu'elles étaient. Mais ouais, je pensais à la base que c'était la grille. Après moi j'ai trouvé que c'était déjà mieux que repartir tous ensemble, ou d'arrêter la course après 9 minutes, ou de repartir pour 30 minutes comme ils ont fait une fois en MXGP. Ils avaient roulé presque 15 minutes et il y a eu un drapeau rouge et ils sont repartis pour les 30 minutes et 2 tours. Donc là, ça fait beaucoup. Déjà, il faut penser à remettre du coco. Que chacun vienne avec leur petite bouteille de cristalline vidée pour mettre de l'essence dedans. D'ailleurs, ils en ont remis dans celle de Sexton là avant le départ, il me semble. C'était celle de Lawrence, je sais plus. J'ai pas fait attention, mais c'est souvent qu'on les voit avec leur petite bouteille quand même d'essence là, et en rajouter. Ah oui, aussi pour après le tour de chauffe. Ouais. Ce que Gauthier Paulin avait manqué de faire à Assen en 2019, Motocross des Nations, qui est tombé en panne d'essence. Ah. Et il y a quelqu'un qui est tombé en panne d'essence en outdoor cette année. C'est Cooper Webb. Cooper Webb est tombé en panne d'essence à Red Bud, deuxième manche, dernier tour. Après le Larocolip ? Ouais, je crois. C'est lui, je crois que j'ai vu la photo. Il est à côté de la Yam, justement. Bon, on parle de Prado ou c'est pas la peine? Ah bah toujours pareil, en galère. C'est plus de la galère là. Attends, j'ai noté. 8e de la première manche, alors qu'il part 4. En deuxième manche, il fait le all shot, il me semble. Ou presque. Non, première manche, il fait le all shot, pardon. Et il se fait vite doubler. Parce qu'en deuxième manche, c'est les deux Lawrence qui partent devant. Et Prado, là, il part 4. Il était 15e au restart. J'ai compté, il me semble qu'il était 15e. Il finit 19e. En sachant qu'il est passé 22 à un moment donné. Et j'ai entendu dire qu'il n'était pas tombé. C'est à cause de Chad Reed. C'est à cause de Chad Reed, carrément. Toi, tu blâmes Reed. Ah oui, on l'a pas dit ça d'ailleurs, que Chad Reed du coup était dans son entourage pour l'aider à communiquer de ce qu'il dit. Et oui, parce que le crew chief chez Kawasaki, Oscar, je sais plus comment, c'était le mécanicien de Reed quand il était chez Yam, qui gagne son titre, ses 2 titres Supercross chez Yam. Et c'est Reed, c'était en fait son mécanicien déjà avant en GP, et c'est Reed qui l'a fait venir aux États-Unis pour être son mécanicien chez Yam. Donc ils se connaissent bien. Ouais, je vois le truc. Mais bon, moi je me dis l'aider à communiquer. Enfin, je sais pas, je veux dire, Chad Reed il parle pas espagnol. Donc non, mais après il a été pilote et donc voilà, c'est plus ça, il peut mieux comprendre. Mais bon, de ce qu'il disait, je crois que parce que j'ai vu une vidéo passer aussi, j'aurais dû te l'envoyer, j'ai pas réussi à tout comprendre là. T'as Sexton, il y a les mecs, je crois, du Pulp MX justement, et qui parlent avec Sexton et qui parlent de la Kawa. Oui. Et j'ai pas réussi à tout comprendre, mais déjà là, tu te dis, en gros, et je voyais dans la description, il disait Sexton parle de la Kawa, il dit pas qu'il a essayé, mais c'est à peu près sûr. J'ai l'impression qu'il a failli le dire, parce qu'il dit, sa moto, elle est pas lente. Hein. Puis après, tu sais, il dit, je roule contre lui et je vois sa moto, elle est pas lente. Voilà, c'est ça. Et là, tu te dis, mais tu roules contre lui. Justement, quand tu as été derrière lui, tu l'as vite doublé. Enfin, on l'a pas vu te remettre un écart, que ce soit sur une ligne droite ou quoi que ce soit. Donc, comment derrière lui, tu as pu voir que sa moto, elle était pas lente, qu'elle avait de la puissance, tu vois. Mais bon, et puis pareil, du coup, il disait, je crois, sans nommer Chad Reed, que un pilote avec de l'expérience, des titres, etc., avait roulé aussi sur la moto, et il disait qu'elle avait de la oui, pêche, c'est quoi. Sexton qui balance, qui dit Chad Reed. S'il essaye de le laisser annoncer, puis après.
Ouais. Mais oui, je crois que c'est beaucoup aussi pour en fait, ouais. Et puis rassurer Prado en lui disant, j'ai déjà bossé avec ces gens-là, ils sont tous compétents, donc fais-leur aussi un peu confiance et essayer de travailler ensemble, tu vois, et pas laisser les frustrations un peu divisées au sein du team. Je crois que c'est un peu à tout ça qui sert Chad. Et tu crois qu'il est payé du coup dans l'équation là? Reed. Ouais. Alors, il a un boulot chez Club MX en fait maintenant, donc je sais pas si en plus il est payé par Prado. Je pense que c'est un coup de main gratos et si jamais Prado ça l'intéresse de garder Reed dans son entourage, alors peut-être que là il filera un billet et un poste pour un rôle défini quoi. Mais non, j'imagine que là pour l'instant c'est pas tellement. Tu vois quand Reed est venu à Southwick, peut-être que c'est Prado qui lui a payé le billet pour venir d'avion pour venir regarder et l'accompagner à Southwick, mais je pense pas qu'il soit payé pour ce qu'il fait pour l'instant. Mais après ça c'est j'ai aucune information. Ouais. Ouais, Prado a priori il aurait dit aussi au press day que lui il était pas perdu, que c'était les gens autour de lui qui étaient perdus, que il paraît qu'il aurait dit au team il faut que je sois plus fort physiquement. Chaleur et tout, c'était difficile. Et à la presse, il dit j'ai jamais travaillé autant, physiquement je suis prêt. Et ça m'a tué parce qu'il y a des photos de lui où il est allé sur le lac avec le bateau avec Julien Baumer. Et on a eu 14 ans aussi. Hein. On les connaît, les photos où tu essayes de sourire décontracté et en même temps tu contractes de ouf pour sortir les abdos. Et moi j'ai vraiment l'impression parce qu'à chaque fois Prado, il a les abdos plus que tout le monde et tout. Les autres, ils sont là, ils prennent la photo à la cool. Lui, tac, t'as les abdos qui sortent et tout. Il est quand même bien affûté. Et je me dis, j'ai l'impression qu'il veut quand même nous montrer que physiquement, il est pas en surpoids et tout. Quoi, mais... Non, par contre, c'est Ryder D, ouais, il est stokos, le garçon. Ah ouais? Ouais, il a pris un peu comme Sexton, je trouve. Il a pris des bras et tout, alors que je me suis dit, ouais, c'est lui, alors que je trouve qu'il faisait tout fin, enfin, tu vois, en amateur. Et il fallait, hein, pour recevoir la moto de Digan sur les épaules. Ouais, et c'est vrai qu'il me semble que c'est DV que j'avais entendu parler dans un de ses podcasts, justement, où il parlait de Ryder D, où je crois soit il fallait qu'il se galbe un petit peu, ou où il disait, justement, il s'est bien développé là, ces derniers temps, peut-être un peu trop, parce qu'on sait que. Il n'y a pas besoin d'être trop épais non plus pour rouler et conduire une moto. Hein. Musquin l'a prouvé, je crois. Ouais. Donc, mais ouais, non, j'ai vu les photos. Il était avec Ryder D aussi sur le lac. Ah, j'ai pas. Et Baumer, ouais, j'ai vu un peu toutes les photos là. Ils étaient un peu tous à faire du wake. Mais tu fais bien d'en parler parce que du coup, l'accrochage Digan Ryder Di Francesco. Ouais. Parlons-en rapidement parce qu'on a encore plein de sujets à aborder. Mais à qui la faute? Qui la faute si quand tu regardes tu vois tu vois vraiment Ryder D qui va carrément sur la gauche, mais à la fois c'était la trajectoire, tu les voyais tous se déporter comme ça. Ouais, j'ai envie il de l'a dire pas fait volontairement et ouais. C'était la trace principale et ouais, Digan il est arrivé derrière en prenant l'extérieur. Les deux se réunissaient quoi, c'est comme deux ornières qui viennent l'une sur l'autre. Donc, après Digan il va quand même pas beaucoup vers la droite. Ryder D il va beaucoup vers la gauche. Ah oui, même pas du tout en fait quand tu regardes, je le vois aller tout droit. Pour moi, Ryder D il allait beaucoup vers la gauche, mais il avait même pas l'intention d'aller autant vers la gauche parce que la façon dont il sort le pied sur le saut, pour moi, il s'est un peu déséquilibré et il a pas pris son saut exactement comme il voulait. Je pense que c'est qu'il l'a vu et du coup il a vu qu'il se rapprochait vachement, du coup il a voulu s'écarter en fait au moment où il était en l'air. C'est pour ça qu'il lâche la jambe et qu'il essaye parce qu'il a vu que ça se rapprochait beaucoup. Ouais. Mais une fois que t'es en l'air, de toute façon, tu peux plus faire grand chose. Donc ouais, non, moi je pense que c'était la trajectoire. Et par contre, c'est marrant parce que tu vois que les pilotes 450 ont regardé la course de 150 parce que c'est Sexton à un moment donné qui double. Je sais plus si c'est Cooper ou quelqu'un en tout cas quand il est ou Hunter. Ouais. Lui il prend l'extérieur comme Digan et tu vois prendre l'extérieur et sauter vraiment, lui scrubber même carrément de l'autre côté, tu vois, s'écarter et Hunter ou Cooper, je sais plus qui était dans son intérieur, s'est déporté aussi bien sur la droite, tu vois, que les deux, et là il y avait un espace monstre entre les deux quoi. La trajectoire de Di Francesco de toute façon elle partait un peu sur la gauche, oui. ça réouvrait en sautant, mais j'ai trouvé que là il avait fait plus que d'autres pilotes qu'on a pu voir prendre cette trajectoire. Et j'avais l'impression qu'il s'était un peu déséquilibré dans son ornière sur l'appel du saut et que ça l'avait envoyé un peu plus sur la gauche que prévu, quoi. Ouais, bon, heureusement, il n'y a pas eu de bobo sur la manœuvre. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment grand monde à blâmer. Je pense pas que Ryder D cherchait à fermer la porte en l'air. Donc, tu vois, lui, il n'est même pas comme... Mais Digan, même pas l'impression qu'il est sué ou quoi. Hein. Il a atterri en travers, il est reparti, il s'est même pas retourné, il a pas fait un geste de la main comme le Digan énervé qu'on connaît.
Non, il a eu chaud quand même parce que c'est vrai qu'il a atterri Mais bien ouais. décalé. Au final. Ça aurait pu être très moche. Ouais. Pour l'un comme pour l'autre. Bon, on va parler de Valentin Guillot. Valentin Guillot qui fait, donc on a dit, une super saison. 8e à Washougal avec une 9e et une 10e place en manche. Donc encore de gros points. Valentin Guillot qui, s'il se qualifie pour le SMX, a l'intention de participer aux 3 épreuves. Il a dit s'il se qualifie directement, sans avoir à passer par le repêchage. Alors il n'a pas dit que s'il devait passer par le repêchage, il irait pas. Mais il a dit que s'il n'avait pas à passer par le repêchage, c'est sûr qu'il irait. Parce que j'imagine que peut-être faire le déplacement pour rouler au repêchage, puis au final tu te qualifies peut-être pas, c'est peut-être des frais qui sont pas amortis et ça vaut pas forcément le coup. Peut-être que c'était pas forcément prévu dans le budget à la base de participer au SMX, je sais pas. Il a quand même dit qu'il roulait sur une moto stock où il avait juste une ligne et que c'était son ancien mécano qui a monté sa société de suspension, qui lui faisait les suspensions depuis l'Europe. Il n'avait pas changé l'huile depuis 30 heures dans sa fourche. Et ils l'ont changé à Washougal, mais l'histoire, c'est qu'il y avait une pièce dans la fourche qui était cassée. Du coup, ils ne pouvaient pas changer l'huile. Et ils ont reçu la pièce et du coup, ils ont enfin changé l'huile à Washougal. C'est ce que j'entendais dire. Et il règle ses maps avec l'application PowerTuner Yamaha. Hein. Il n'a pas de boîtier électronique. Il est moins bien équipé que les pilotes de ligue. De ouf. Et il a demandé à Washougal à rouler. Il a parlé avec Kawa pour pouvoir peut-être rouler sur la Kawa d'Anderson, puisqu'Anderson ne va pas rouler du reste de l'année. Kawa lui a dit non. Et quand il en a parlé après à Steve Matthes a répondu, et je paraphrase pas exactement, mais je vous traduis en gros. En même temps, Kawa, ils ont chaud que si tu bats Prado sur la Kawa d'Anderson, là, ils vont avoir des problèmes. ça va ouvrir la boîte de Pandore pour eux. Ouais, mais tu vois, à la fois, t'es Kawa. Est-ce que tu te dis pas, je me donne l'opportunité en fait d'accrocher peut-être de meilleurs résultats ou au moins des bons résultats pareil, tu vois, que ce qu'il fait là, d'aussi bons résultats, de mettre une moto en plus au top 10, dans le top 10. Ou est-ce que tu veux justement ne pas mettre des pistes dans le plat et laisser Prado tout seul? Je pense que tu veux pas froisser ton pilote, que tu payes des millions et que tu dois encore garder 2 ans. Et avec à la fois, comme il espoirs, performe là, je veux dire, si à un moment donné tu ramènes un autre gars sur le papier moins bon, qui le bat et que lui ça le frustre et qu'il est pas content et qu'il veut se barrer, je veux dire, à un moment donné, va-t'en, on va pas se battre pour te garder alors qu'à l'heure actuelle tu fais que cracher sur la moto et en plus tu donnes pas les résultats escomptés, quoi. Donc en fait, heureusement que tu t'en vas parce qu'on est parti sur 3 ans avec toi et excuse-moi, la première année elle donne pas envie d'être optimiste pour la suite, quoi. Donc toi, tu serais Monsieur Kawasaki, tu dirais, écoute, on va prendre Guillot et on va voir si vraiment le problème c'est la moto. Déjà, ouais. Parce qu'après, tu sais que si Guillot roule sur la Kawa et bat Prado il dira, ouais, mais on roule pas pareil et lui, il a pas besoin d'une moto puissante comme moi. Ouais, dans ce cas-là, ok, on peut pas te donner ce que tu veux. Alors, je sais pas, si tu veux une 500 CR, non, je sais pas. Moi, j'ai un problème avec ça quand même. C'est, je veux dire, à un moment donné, non, et puis je me demande vraiment quel est l'état d'esprit chez Kawa. Est-ce que réellement ils veulent absolument se battre pour garder Prado? Alors aujourd'hui, oui, pour trouver des solutions et tout, parce qu'encore une fois, je veux dire, se séparer de quelqu'un et tout, c'est pas facile. Donc, et puis retrouver un autre pilote derrière qui vont signer. Alors visiblement, c'est Sexton qui va, donc ça va pour le futur, on va dire. Mais ouais, moi je serais eux. Si on a un guidon de libre, je suis sûr que le Guillaume, parce que là il est avec une moto, ça, il est pas dans un team lui du coup là. Il y a un team privé qui aide en fait. Si tu fais partie de Yamaha, c'est Rock River, je crois. Ils te transportent ta moto et tout. Mais c'est tout. Après, tu te débrouilles. Mais il est pas payé, quoi. Donc non, en gros, il pourrait aller rouler sur la Kawa d'usine sans être payé par le team. Donc tu fais rouler une moto. Après, je pense que l'idée de rouler sur la Kawa d'usine, c'est quand même aussi d'avoir un petit salaire parce qu'il a payé par ses sponsors et il a quand même... au pire, voilà, parce que Anderson, j'imagine qu'il continue pas d'être payé là, qu'il arrête. Vu qu'il a fait un certain nombre de courses, peut-être qu'il y a des clauses. Si tu fais un certain nombre de courses, t'as quand même. Bref, c'est Kawa, c'est bon, ils ont un billet à donner à Guillaume, je pense. Donc voilà, non, tu tentes. Et tu mets une deuxième Kawa et dans le top 10 en plus. Donc, Elles ont essayé de saouler les mouches là. Ouais. Elles veulent pas sortir depuis 2 jours là, c'est chiant. On dirait que c'est des animaux de compagnie, tu sais. Allez, sors un peu. Non, mais j'essaye de les dégager là, parce que pas envie de les tuer, c'est dégueulasse en plus. Et là, elles nous emmerdent.
Bref. Et sinon, pour ses plans 2026, Guillaume, il a exprimé qu'il aimerait bien faire le Supercross 250 et après motocross 250 ou 450 selon l'opportunité, quoi, mais qu'il aimerait bien rouler à temps plein aux États-Unis et faire le championnat SMX, qui serait stylé. Hein. Bah ouais, c'est mieux pour lui, je pense, hein, de toute façon, plutôt que de galérer en Europe et visiblement pour pas gagner de sous. Ouais. Bonne opportunité. Peut-être Guillaume chez Pro Circuit. En remplacement, remarque, il y en a bien qui va encore se faire un truc avant le début de Ah, la saison. dis pas ça, Clément. Non, non. j'en souhaite pas, mais bon. On sait à chaque fois comment ça se passe. Bon, si on parle un petit peu des rumeurs et du drama Ducati Ferrandis. Parce que, donc, comme on a dit, depuis 2 semaines sur les réseaux, on voit partout, Ducati aurait signé Dylan Ferrandis et Justin Barcia, c'est confirmé, patati patata. Le Big a fait un petit article sur son site où déjà les commentaires sur le site étaient pas tous incroyables. Mais surtout, alors après, c'est le petit post Facebook où Dylan a répondu lui-même. Bah ouais, sur son article, du coup, il disait que l'avenir de Ferrandis, qui terminait le SMX sur la Honda, mais qu'après c'était terminé avec Honda, et qu'il y aurait un peu des tensions au sein du team, parce que une source anonyme aurait dit Ferrandis en gros a signé chez Ducati et une lettre d'intention. Voilà, une lettre d'intention et il nous a même pas mis au courant. On aurait bien aimé le savoir, quoi, en gros. Et donc il a mis ça entre guillemets, le Big sur son article et donc il publie aussi sur Facebook. Et là sur Facebook il y a Ferrandis qui a commenté lui-même en disant vraiment déçu de ce site et de son propriétaire qui préfère écouter une source anonyme plutôt que de prendre son téléphone et m'appeler directement. Donc c'est vrai qu'au début, vu qu'ils se chamaillent tout le temps les deux, tu vois, pendant les interviews, je l'ai relu 8 fois le truc pour savoir, attends, c'est du second degré ou Et alors, est-ce qu'il y a une chance que ce soit du second degré? Je pense pas, sinon le Big il aurait répondu. Il aurait répondu, tu vois, avec des smileys qui rigolent, ou enfin, tu vois, il aurait fait une petite réponse, tu vois, il aurait pas. Du coup, tu penses que le Big l'a appelé après ça? Ouais, je sais pas. Est-ce que Dylan a décroché? Ouais, on part dans des films là, ça y est, c'est trop marrant. Mais surtout que, non, mais tu te dis, genre, les dernières interviews, t'avais l'impression que, enfin voilà, ils rigolaient encore les deux, enfin, tu vois, normal. Et t'as pas entendu que ça a frictionné. Et puis je sais que, enfin, tu vois, quand tu faisais les vlogs et tout, le Big, tu voyais que des fois ils allaient manger ensemble aussi avec Vial, des fois après le Supercross. Enfin, c'était quand même, c'est pas juste un journaliste français, quoi. Ils étaient un peu potes en fait, je pense. Et donc c'est vrai que là de voir ça d'un coup, je me suis dit waouh, il y avait déjà quelque chose. Il y a des antécédents ou quoi pour sortir ça d'un coup juste pour gratter du buzz et des likes, il a dit. Quoi. Ouais, je sais pas. Donc tu penses que c'est pas du second degré? Oui, je crois que Dylan il est un petit peu frustré en fait de la situation parce que de ce que j'ai compris un peu de ce que j'ai entendu aussi ailleurs, c'est qu'en fait le team a appris la nouvelle sur les réseaux, quoi, pas forcément par le Big, mais a appris la nouvelle par les réseaux, par les médias et c'est une nouvelle qui aurait pas dû fuiter et je pense que Dylan il aurait aimé leur dire en temps et en heure de lui-même et que du coup il a pas pu le faire et peut-être que ça a créé des tensions et donc ouais, le fait que le Big fasse partie du lot, peut-être que ça l'a déçu parce que c'est vrai qu'ils ont une relation un peu privilégiée, je pense, par rapport aux autres médias américains. Mais bon, c'était surprenant, quoi. C'est un petit peu de divertissement pendant la semaine de pause, en tout cas. Surtout, est-ce qu'on aura de nouveau Dylan sur le Big, du coup? Bon, je pense. Après, moi, j'en sais rien, je le connais pas, Dylan. Hein. Est-ce qu'il est rancunier, est-ce qu'il est pas rancunier? Est-ce que si le Big va le voir, il dit excuse-moi, je savais pas, ou même juste on fait une interview parce que je suis journaliste et pilote, peut-être que Dylan il le fait, et peut-être que ce sera plus les mêmes interviews qu'avant, mais qu'il y en aura quand même, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas. Mais on verra bien. Hein. On va parler de Tom Vial et HRC maintenant, parce que c'est pareil, Tom Vial, on a vu qu'il était engagé sur le World Supercross, sur une épreuve du World Supercross et sur le SX de Paris. Du coup, est-ce qu'avec HRC, parce que les rumeurs disent que Tom Vial retourne en GP avec HRC, moi je pense que c'est plus signe qu'il va prendre le contrat chez KTM. J'entendais DV dire que c'est probablement signe au contraire qu'il va aller avec Honda parce que KTM ne supporte pas le championnat du monde de Supercross ni le Supercross de Paris, mais on sait qu'au Supercross de Paris, de toute façon, il y a Plessinger qui roule.
sur sa KTM. Il est déjà venu aussi. Et au World Supercross, oui. Et au World Supercross, Tomac, il va pas le faire sur une Suze. Donc, Mais non, mais peut-être. Parce que, attends, le World Supercross, c'est quand les dates là? alors, je sais plus quand est-ce que ça. Je crois que ça commence en octobre. Ouais, parce qu'ils Mais, ont déjà fait le switch. La course en question, là, c'est novembre. C'est la semaine après le Supercross de Paris, la course en Australie, Ok. pour laquelle sont engagés Tomac, Vial, Webb, en plus de Roxen. Et je sais même pas si Roxen va faire tout le World Supercross cette année ou pas. Ça a changé de direction au World Supercross et du coup, il y a des trucs qui peuvent changer encore par rapport à l'année dernière. Donc là, ouais, je sais pas si Roxen est obligé, entre guillemets, par son contrat, de faire tout le championnat. Je sais pas s'il en a envie. Mais en tout cas, ouais, lui aussi, il est confirmé sur cette épreuve-là en Australie. Toi, t'en penses quoi, du coup? Plutôt HRC ou plutôt KTM pour ces courses de Supercross? Puis surtout, je vois pas trop, à part oui, enfin, c'est quand même bien de gagner de l'argent, surtout quand tu es professionnel, c'est ton boulot, donc il faut en gagner, mais je vois pas trop l'intérêt, en fait, pour Tom, de faire des courses d'intersaison en Supercross en 450, si c'est pour aller faire que du motocross l'année prochaine. Je vois pas trop HRC dire, ouais, on te signe, mais vas-y, fais les courses de SX que tu veux en hiver, sachant que surtout en Europe, ils considèrent le SX comme étant dangereux et qu'on compte sur toi pour l'année prochaine en MXGP. Ouais, mais après, c'est Vial et il sait faire du Supercross. Lui, pour le coup, c'est pas comme si tu mettais justement un Fèvre ou un Renault qui en ont jamais fait et que tu les mets sur le Supercross de Paris où ils se satellisent, les gars. Oui, mais ça reste quand même que tu fais une course est toujours risquée, et dans une discipline qui va pas tellement te servir pour ton championnat. Tu vois. Quand un mec il se blesse dans une course de préparation, que ce soit à la Capelle Marival ou quoi, tu dis oui, ben en même temps il fallait se préparer, tu vois. Donc bon, c'est bête de se faire mal sur une course de préparation et de rater son championnat, mais en même temps si tu te prépares pas, tu peux pas être dans de bonnes conditions pour performer sur ton championnat. Mais là, concrètement, tu prends un risque entre guillemets en roulant sur une course d'exhibition. Du coup, c'est même plus une course de préparation s'il fait pas de Supercross l'année prochaine. Oui, mais les coachs modernes disent que c'est très complémentaire le Supercross et que c'est important d'en faire aussi, même quand tu es pilote de motocross. Ouais. Et, Kawasaki se dira qu'ils sont pas trop d'accord avec ce qui s'est passé avec Fèvre en 2021. Mais parce que lui, il fait jamais de Supercross en même temps. Et ils sont allés le mettre là-bas pour prendre un billet qui il roulait très bien. Je sais pas combien ils l'ont jusqu'à payé. faire une erreur Bah ouais. dramatique. Mais non, moi je pense que pareil, qu'il va prendre le contrat d'un an. Et puis c'est ce que je l'encouragerais à faire. Tu as un contrat d'un an, test. Et encore une fois, si tu veux retourner en GP ensuite, je pense que tu trouves quand même un guidon d'usine. Enfin, je sais pas pour combien de temps ils vont signer les gars là chez Honda. Tu vois, si jamais ils prenaient pas Vial, qui ils prennent à la place et sur combien de temps? Il paraît Erlings. Ouais, bah Erlings, tu vas le signer sur combien de temps? Tu vas pas lui 2 faire ans. un contrat de plus. Ah ouais, quand même. Parce que... Mais je vois pas Erlings changer pour faire une année sur une nouvelle moto et s'arrêter. Même si, Non, encore une fois, Tomac au début sur Yamaha, c'était ça l'idée. Et je pense que là, en fait, il va reprendre peut-être des 1 an en fonction de comment il évolue, de s'il Ouais, se mais blesse, un an avec option. Ouais. Mais bon. Moi, je pense que Erlings, il veut juste pouvoir affronter Jet sur la même moto que Jet aux Nations 2026. C'est pour ça qu'il va chez HRC. Il va chercher RC parce que KTM lui ont donné un bon gros billet en moins comparé à ce qu'ils prenaient d'habitude. Peut-être. Et qu'ils ont Conan et que voilà, ils veulent plutôt donner un billet en plus à Conan et un billet en moins à Erlings qui se blesse 2-3 fois par an. Non, mais moi, je pense, ce que j'encouragerais à faire, c'est, enfin, et comme on en parlait aussi en off, plus aussi pour se donner l'opportunité de le faire, ne pas avoir de regrets, se dire j'ai roulé en 450 en Supercross aussi, j'ai fait ça dans ma carrière, et surtout, enfin, plus de dire de cocher la case, de soit prendre plaisir justement à le faire, à rouler en 450. Puis j'ai essayé et j'aurais pas de regrets voilà. si ça marche pas. Exactement, que si je pars et que je l'ai pas fait, ah ouais, mais peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Tu vois, imagine, il se sent bien sur la 450 en MXGP, super bien. Bah, dans un coin de sa tête, il se dirait, purée, mais ça se trouve en 450 en Supercross, j'aurais peut-être été mieux encore qu'avec ma 250. Imagine en 2026, je sais pas, mais t'as Sexton qui a 2 casses mécaniques et qui perd 50 points comme ça. T'as Jet et Tomac qui se blessent encore et tout. Et lui, il se dit, ah ouais, mais là, vu les conditions, si moi j'étais resté en bonne santé et que j'avais roulé, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Ouais, bon, ça fait beaucoup de si là quand même. Mais ouais, mais tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Tu te dis, moi, je mettrais, enfin, je pense pas que lui, il se dit ça, mais admettons, tu te dis, ouais, ça va être compliqué de battre Lawrence, Webb, Sexton et Tomac. Mais bon, si t'en perds 3 sur les 4, tu te dis, ah bah en fait, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Et c'est des choses qui arrivent. Mais non, en tout cas, voilà, tenter et puis tenter aussi en fonction de la progression que tu auras, peut-être d'obtenir mieux derrière, parce qu'on sait que visiblement le contrat qui est proposé chez KTM n'est pas fou, mais peut-être qu'avec des bons résultats, en faisant mieux que Plessinger, tu vois, bah tu
tu grappilles des euros, tu grappilles, enfin des dollars plutôt. Voilà, et tu te fais ta place. C'est pareil, Plessinger, il est reconduit pour 1 an, je crois. Et voilà, et des contrats peut-être un peu plus longs et qui au final te font gagner plus d'argent que d'être pilote numéro 1 en GP, tu vois. Ouais, ou peut-être que tu te décroches du coup un contrat chez un autre team usine avec une moto compétitive aussi en Supercross pour 2 ans. On a quand même des générations qui vont bientôt nous dire au revoir, quoi. Enfin, je veux dire, Webb, Tomac, tu vois. Tomac, c'est 2 ans chez KT. On est quand même plus proche de la fin que du début. On verra le communiqué officiel, mais a priori, c'est 2 ans. Visiblement, ouais, il est maqué avec Sexton à H24. Là. Ça se trouve, Prado sur la Kawa, ça saute. Bah tiens, je vais te faire rentrer, mon poulain. Enfin bon, bref, il y en a des portes qui s'ouvrent après derrière. Donc, ouais, non, moi, j'encouragerais à faire Triumph qui va faire un vrai programme 450 à partir de 2027. Voilà, t'as Ducati aussi. Encore une fois, Barcia, Ferrandi, tu sais pas encore combien d'années ils vont durer, ces gars-là. Enfin, tout ça, ça fait des places après qui se libèrent. Et donc peut-être que les premières années, voilà, c'est de tests et puis de progression. C'est vrai que Barcia, il est là depuis longtemps aussi. Ah, de ouf. Le mec, il a roulé contre Stewart, lui, quand même. Ouais, de fou. Et contre Aranda, au S6 de Bercy. Mais après, Aranda, il roule encore. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'un Stewart, tu te dis, c'était quand même loin. Genre, Stewart, ça date. Et il a roulé contre Stewart, quoi. Ah, ça fait déjà 1 heure, mais je voulais parler très vite à MXGP. Bon, déjà, premier podium pour Mathis Valin avec une victoire en manche qualif. C'est très beau, bravo à lui. Mais surtout, là, je veux parler Fèvre-Konen. Plus que 10 points d'écart, 6 grands prix. Tu le sens comment? C'est chaud. J'ai peur. Parce que même quand il était pas mauvais là, ce week-end-là, Fèvre, mais cette chute en dernière manche, mais ça arrive souvent. Il nous avait fait la même chose en Espagne, là, alors qu'il roulait devant. Petite chute au dernier tour. Il perd des places bêtement, quoi. Ouais. C'est malheureux. Ouais, non, clairement. Et ouais, Konen, il est solide, donc ça va être chaud. Bon, Lommel ce week-end. On a deux problèmes. Enfin, non, c'est pas des problèmes, mais bon. Lucas Konen est belge, donc il devrait être bon. Mais Fèvre, il est très bon à Lommel aussi. Donc là, il y a moyen que ce soit une belle bataille quand même. Ouais. Bon, bah écoute. Ouais, moi je suis inquiet. 10 points, 6 grands prix. J'ai envie de voir Fèvre aller au bout, quoi. Bah ouais. Il a toute sa carrière devant lui, Konen, pour gagner des titres. Ouais, c'est MXGP, US, tout ce que tu veux, c'est bon. Là. Il a le temps d'améliorer aussi ses pas de danse là, pour les célébrations. T'as aimé le petit coup de guitare de Joe Shimoda J'ai pas vu. À l'arrivée? J'ai pas vu. T'as pas vu qu'il fait comme ça sur la ligne d'arrivée, Joe Shimoda, en deuxième manche? Non, j'ai pas fait attention. Mais okay. Et il fait de la guitare pourquoi? C'était sa célébration. Ok. Chacun sa célébration. T'en as qui font du golf. Non, mais je me suis dit, il y a peut-être une vidéo d'un jeune qui fait de la guitare sur un bateau. T'es plus sur TikTok que moi, donc t'es plus susceptible de savoir. Bah, pas vraiment. Au final, j'ai découvert avec Jet. Tu sais, je mets du contenu sur TikTok, mais je ne consomme pas trop TikTok. Ouais. Et du coup, j'ai découvert avec Jet ce qu'était cette vidéo-là. Cette trend. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci à MGT Design, MGT Design Racewear de nous supporter depuis le début, de nous soutenir. Et n'oubliez pas du coup de demander la petite promo Brab Show lorsque vous commandez chez eux entre le 1er et le 31 août, même si votre commande, je le rappelle, arrivera un peu plus tard parce qu'il leur faut un petit peu de vacances quand même. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour l'épisode 48 où on parlera du promotocross d'Ironman en espérant qu'entre-temps, Romain Fèvre ait battu Lucas Konen sur ses terres en Belgique à Lommel. Et on verra tout ça. Merci, ciao.